bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous joindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme dans le grand débat. Nous reviendrons sur les inquiétudes autour des prix à la pompe. Les attaques des sites de production saoudiens ont un impact direct sur nos pleins d'essence. Les automobilistes se sentent pris en otage. Que peut faire l'État? Doit-il même faire quelque chose? Réduire les taxes, par exemple, est-ce envisageable? Eh bien, on va prendre le temps ce soir de questionner ce sujet extrêmement sensible. #ALPL pour réagir sur Twitter. Nous irons aussi, comme toujours, en salle des conférences du Sénat. Quentin Calmet, vous ferez réagir des sénateurs et sénatrices sur les dossiers qui nous occupent ce soir. Ouais, dans un instant à mon micro, Jean-Pierre Sueur, le vice-président PS de la Commission des lois du Sénat. On va parler de l'indépendance de la justice et du parquet surtout. À tout à l'heure, Quentin. Avant cela, le match des idées, donc confrontation de points de vue entre Anne Levade et Jean-Pierre Mignard, ici même sur ce plateau. On va s'arrêter sur ces dates de procès qui font hurler une partie de la droite. François Fillon et son épouse seront jugés à quelques jours des élections municipales. Faut-il parler de dates très politiques? On va ouvrir la discussion avec nos invités après les premières explications de Marion Vigreux. Ce fut le feuilleton à rebondissement de l'élection présidentielle de 2017. L'affaire Pénélope Fillon avait entraîné la chute de l'ex-premier ministre. Parti favori des sondages, le candidat de la droite avait été éliminé dès le premier tour. 3 ans plus tard, le couple Fillon est convoqué par la justice. Le procès débutera le 24 février prochain pour s'achever le 11 mars, soit 4 jours avant le premier tour des élections municipales. Un timing qui agace à droite. Ce scrutin municipal est stratégique et les Républicains se passeraient bien de la publicité de ce procès. Certains demandent donc son report, le président du Sénat en tête. Moi, je suis pour une démocratie apaisée et une justice apaisée. Avoir une conclusion 3 jours avant les élections municipales, je ne suis pas certain que ce soit les conditions de cet apaisement. Je n'ai pas caché que quand je rencontrerai la présidente du Conseil supérieur de la magistrature, qui est la présidente de la Cour de cassation, je lui poserai la question, en toute indépendance de sa part, mais je pense que la question mérite d'être posée. Une demande qui fait bondir. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, refuse que la vie judiciaire se retrouve paralysée par le calendrier politique. Vraiment, c'est pas sérieux là. Vous n'imaginez pas que les magistrats ont le calendrier des élections et viennent placer le procès juste à ce moment-là. C'est absurde. On imagine qu'ils l'ont et qu'ils pourraient le placer à un autre moment pour éviter... Non, la justice est indépendante. François Fillon est poursuivi pour soupçon d'emploi fictif impliquant son épouse et 2 de ses enfants. Complicité et recel d'abus de biens sociaux, mais aussi pour manquement aux obligations déclaratives de la haute autorité. Et avec nous ce soir pour le match des idées, Anne Levade, bonsoir. Professeure de droit public et présidente de l'Association française de droit constitutionnel. Jean-Pierre Mignard est avec nous également, bonsoir, bienvenue. Avocat, pénaliste, cofondateur avec le député marcheur Aurélien Taché du laboratoire d'idées Hyperion. Jean-Pierre Mignard, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tradition républicaine, d'accord tacite pour ne pas caler des procès lors d'échéances électorales? À condition, vais-je vous répondre, qu'il n'y ait pas tellement de procès que ce serait à la fin les dates des élections qu'il faudrait changer. C'est ça la question qui se pose maintenant, parce que vraiment, il y a quand même beaucoup de mises en examen qui d'ailleurs ont un effet public aussi important qu'une audience. Oui. Une audience a un effet, mais une audience n'est pas le résultat, qui lui-même va venir plus tard, va entraîner sa foule de commentaires. Vous voyez, une affaire, entre le moment, je ne prends pas uniquement celle de M. Fillon, mais une affaire entre le moment où la presse l'évoque, où les premières fuites viennent, où la garde à vue intervient, on l'attend tous, mais elle intervient, où ensuite il y a une présentation devant le juge, puis la longue série de la procédure d'investigation avec les fuites qui à chaque fois, de nouveau, entraînent un bouillonnement, puis le réquisitoire du parquet est un acte en tant que lui-même discuté, puis finalement une ordonnance de renvoi, c'est une péripétie en 7 actes. Qui s'étend sur plusieurs... 2-3 ans. 2-3 ans. Par exemple, pour M. Fillon, oui, c'est à peu près ça. Donc impossible de passer au travers. Aujourd'hui, puis il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs mises en examen de personnages premiers qui sont intervenus. Il y a là le procès qui intervient de M. Mélenchon. À un moment donné, c'est vrai qu'on ne voit plus... C'est comme ça, c'est un hasard. Voilà. Et il faut que les affaires soient jugées vite quand même. Pardonnez-moi, juste avant de donner la parole à Anne, il faut que les affaires soient jugées vite, y compris d'ailleurs dans l'intérêt des personnes prévenues ou mises en examen. Évidemment, Anne Levade.
J'allais dire, on est dans un moment un peu particulier. D'abord parce qu'on est quand même dans un contexte depuis quelques jours, voire quelques semaines, où la question de la manière dont s'entremêlent justice et politique est quand même clairement mise à toutes les sauces et soulevée par des politiques de tous bords. Donc on voit bien en plus que l'annonce effectivement de la date de ce procès vient alimenter intervient dans cette espèce de soupçon généralisé d'une justice politique. Après, ce qui est vrai, c'est que beaucoup invoquent une tradition républicaine. Bon, d'abord, la France fonctionne sur la base de textes et pas sur la base de traditions. Et que la tradition, à mon avis, elle fait davantage référence à une période où, effectivement, comme le disait Jean-Pierre, il y avait sans doute moins d'affaires et surtout où elles étaient beaucoup moins médiatisées quand il y en avait. Et peut-être d'ailleurs aussi, y avait-il moins d'élections. Parce que finalement, on a aussi des échéances électorales qui se sont multipliées. Par exemple, il y a des élections régionales qui n'existaient pas il y a 50 ans et qui se sont aussi rapprochées parce que voilà, on a des mandats qui sont plus courts et que bien sûr, dans le cas particulier de l'affaire Fillon, ça déclenche, je crois légitimement de la part de la droite, une réaction, tout simplement parce que c'est une affaire qui a explosé dans les semaines qui ont précédé la présidentielle. Il y a un petit traumatisme. Et qu'ils ont le sentiment que ça leur réexplose au nez à quelques jours des municipales. Maintenant, la grande difficulté, c'est celle du temps de la justice. Parce que à la fois on voit bien que dans l'opinion certains disent mais comment ça se fait que ça mette aussi longtemps à être tranché cette histoire, puisque finalement c'était janvier 2017 et que ça fera effectivement plus de 3 ans avant que l'audience n'intervienne et évidemment au moment où le calendrier intervient on dit mais vraiment c'est scandaleux parce que ça se percute avec des élections. Moi je dirais 2 choses. Moi j'ai pas de soupçon de justice politique. Par ailleurs on sait que l'audiencement au tribunal est extrêmement complexe parce que ils ont un plan de charge qui est absolument phénoménal. Alors évidemment, ça tombe mal. Je pense que ça tombe mal et que c'est pas j'allais dire, une bonne chose, y compris pour les juges, à mon avis, de nourrir tout bêtement ce soupçon-là. Après, je ne pense pas que ce soit calculé. Après, je trouve que pour les municipales, si j'ose dire, c'est presque le moins mauvais scrutin pour que ça tombe, parce que finalement, c'est aussi le scrutin le moins politisé. D'ailleurs, il n'est pas complètement exclu que certains maires ne portent pas totalement leur étiquette LR en bandoulière. Oui, ni LR ni PS, d'ailleurs. Voilà, pour se présenter au municipal. En réalité, celui qui va vraiment avoir un problème, mais très concrètement, c'est pas François Fillon ou Pénélope Fillon, c'est Marc Joulot. Parce que lui, à ma connaissance, en tant que maire de Sablé-sur-Sarthe, effectivement, va se retrouver au cœur de la tourmente, au milieu d'une campagne à laquelle il pouvait légitimement vouloir participer pour être renouvelé dans son mandat de maire. Tout de même, je voudrais qu'on se repose cette question d'une justice politisée. Vous n'y croyez pas, de magistrats politisés. Et après tout, est-ce que ce serait un problème si c'était vrai? Alors, pas pour l'ancien conseiller de Jean-Jacques Urvoas, Florent Vadillo, qu'on reçoit très régulièrement sur ce plateau, et qui était là hier et qui nous disait cela sur le plateau. Écoutez. Tout le monde semble en fait redécouvrir que les magistrats font de la politique. Et ça n'est pas en soi une mauvaise chose que des magistrats fassent de la politique. Alors, Jean-Pierre Mignard. Les magistrats sont des citoyens, les magistrats ont des engagements, les magistrats souscrivent par leur serment à un certain type d'ordre politique constitutionnel, les magistrats tous les jours doivent faire appliquer des traités internationaux, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage, la défense du droit des femmes. Les magistrats sont au cœur d'un système juridique et politique dont ils sont les gardiens. Donc ceux on peut qui le les dire, appliquent. Ils font de la politique. Ils font de la politique. Je pense que les magistrats doivent absolument faire de la métapolitique. Je préfère ce terme à celui de politique, car ils n'ont pas à faire jouer des sentiments personnels ou passagers vis-à-vis de tel ou tel, mais qu'ils fassent de la métapolitique, qu'ils aient de la culture géopolitique, tant mieux. Mais pas dans les autres. La métapolitique, alors. Oui, tout dépend de ce qu'on met derrière la formule faire de la politique. Oui, là. Évidemment, et Jean-Pierre a raison, les juges sont les garants d'un certain système politique, parce que système politique démocratique qui a généré des institutions et notamment des règles de droit. Maintenant, le vrai problème, même si on sait, et par exemple la Cour européenne des droits de l'homme le dit, que les magistrats ont le droit d'exprimer leurs opinions et qu'ils ont, par exemple, le droit évidemment de se syndiquer, donc de prendre des positions qui peuvent être à caractère politique. Le vrai problème, c'est le moment, et il y a une feuille de papier à cigarette entre les deux, si j'ose dire, c'est le moment où on doute de leur impartialité. Parce que le juge doit, dans sa fonction de juge, quoi qu'il en soit, être impartial, et même pour prolonger l'allusion à la Cour européenne des droits de l'homme,
paraître impartial. Parce qu'aujourd'hui, la théorie des apparences est aussi importante que la réalité. C'est-à-dire qu'aucun soupçon ne doit être permis dans l'esprit de ceux qui sont jugés, ceux à l'égard desquels la justice est rendue, sur la totale impartialité du juge. Et donc, évidemment, si on dit les juges font de la politique, on voit bien tout de suite que le message est un peu brouillé. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un juge de gauche, de droite, voilà. Qui va me faire payer ses convictions politiques. C'est ça la difficulté. Ce qui nous amène d'ailleurs à ce deuxième thème, c'est la convocation d'Éric Alt par la direction des services judiciaires après l'ouverture d'une enquête administrative. Information révélée par nos confrères du Monde. Alors, qui est Éric Alt? C'est un magistrat, premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, mais Éric Alt est aussi vice-président de l'association Anticorps qui lutte pour l'éthique en politique. C'est lui, Éric Alt. Alors c'est une double casquette et une convocation qui pose question. On va en parler dans un instant. Mais on va d'abord demander à Jean-Pierre Sueur ce qu'il en pense. Le sénateur socialiste est en salle des conférences avec Quentin Calmet. Voilà, avec Jean-Pierre Sueur, le vice-président de la commission des lois du Sénat. Quelle est votre analyse de ce qu'on a pu lire sur cette procédure engagée contre Éric Alt, le vice-président d'Anticorps? Est-ce qu'il faut y voir une pression politique? J'espère que non. Parce que des associations comme Anticorps sont indispensables. Vous savez qu'il y a deux associations, Anticorps et Transparency International, qui ont le droit, l'agrément pour être partie civile dans des affaires relatives aux libertés publiques. C'est très important. Et laissons-les œuvrer en toute indépendance. Et de la même manière, j'insiste lourdement sur le fait que le parquet dans notre pays doit enfin être indépendant. Madame Belloubet dit qu'elle ne donne plus d'instructions. Très bien. Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait de pression. Et donc, laissons les associations faire leur travail et faisons tout pour que le parquet soit indépendant. Pour que le parquet soit indépendant, que faut-il, Monsieur Calmet? Il faut tout simplement une réforme de la Constitution. Oui, et non, mais je suis précis. Elle n'est pas du tout en cours. Qui est dans les tuyaux, quand même. Elle n'est pas du tout dans les tuyaux. Si vous voulez, il y a un blocage pour la réforme de la Constitution sur la question du nombre de parlementaires. Tout à fait. Ce n'est pas du tout la question fondamentale. Il y a des questions fondamentales autres, comme celle-là, l'indépendance du parquet, qu'il faut traiter. Et jusqu'à présent, on attend. Et vous savez que la France se fait condamner régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que notre parquet n'est pas indépendant. Jean-Pierre Sueur, cette enquête administrative, elle intervient au lendemain de la mise en examen de Richard Ferrand. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice, elle peut travailler sereinement lorsque ce sont des personnes politiques qui sont mises en cause? Il faut que la justice travaille sereinement. Et dans l'affaire de M. Ferrand, je vous rappelle que l'affaire a été dépaysée. Comme les avocats de M. Ferrand ont dit que telle personne qui est vice-président de Anticorps est par ailleurs magistrat et collègue de personnes qui sont également magistrats. Je réponds deux choses. Premièrement, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que c'est pas parce que vous êtes confrère, collègue de quelqu'un que vous n'êtes pas partial, que vous n'êtes pas indépendant. Tout à fait. Sinon, je vais dire, voilà, vous êtes collègue de Monsieur X ou Madame Y qui est journaliste, donc vous n'êtes pas indépendant. Donc, ça ne tient pas. Et la Cour européenne des droits de l'homme le dit. Et deuxièmement, et c'est le plus important, cette affaire a été dépaysée. C'est-à-dire, quand bien même on peut discuter cette question, ça a été dépaysé. Donc, ce sont 2 juges, ou 3 juges, je ne sais plus, de Lille, totalement indépendants, enfin, qui n'ayant aucun lien d'aucune sorte avec cette affaire, qui ont décidé de mettre en examen M. Ferrand. Merci Donc, beaucoup, à partir de là, je ne vois pas sur quel fondement on peut mettre en cause Anticorps. Je réponds clairement. 1. Respectons le droit des associations à faire leur travail. 2. Respectons l'indépendance du parquet. Et 3, respectons l'indépendance de la justice. Merci beaucoup, Jean-Pierre Sueur, pour cette analyse. Merci Quentin et merci à Jean-Pierre Sueur qui a semblé inspiré par cette affaire. Comme vous, Jean-Pierre Mignard, pour vous, ça pose question, cette convocation, cette double casquette. Qu'est-ce qui pose le plus question d'ailleurs? Ce qui pose le plus question, c'est le moment. Là aussi. C'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Tout à l'heure, les dates, c'était pas. Finalement, c'était un hasard, c'était pas important. Mais là... Ah non, mais là, c'est une enquête administrative. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est le moment.
Moi, je considérais que ce n'était pas évident. Je pense qu'à une fois, je pense qu'Éric Alt, qu'un magistrat on ne peut plus sérieux et rigoureux, avait représenté dans l'affaire, si je me souviens bien, représenté Anticor dans la procédure contre M. Ferrand. Là, pour le coup, on peut quand même discuter, parce que je pense qu'il fallait d'ailleurs être sans doute d'ailleurs beaucoup plus prudent. Et Anne disait une chose, mais totalement juste tout à l'heure, c'est que maintenant, ce qu'on appelle la théorie des apparences, qu'elle a très bien décrit, c'est que le problème n'est pas ce que font les gens, la manière et comment nous recevons ce qu'ils font. Et si il faut que la confiance soit établie. Mais elle est perturbée un peu, cette confiance, quand on voit la double casquette d'Éric Alt, non? Non, parce qu'un magistrat a le droit d'être dans une association qui lutte contre la corruption. Vous imaginez s'il y avait des associations qui militeraient en faveur de la générosité pénale en matière de corruption. Donc il vaut mieux qu'il se trouve dans son camp. Il a effectivement tout à fait ce droit. La question, c'est à quel moment doivent-ils se montrer, etc. C'est un problème de prudence pour qu'on n'imagine pas que Anticor soit une sorte de pseudopode détaché du corps de la magistrature, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc il y a quand même sur ce point des habiletés à avoir pour respecter le droit. Pour le reste, je pense qu'on aurait pu s'épargner le fait de le faire savoir qu'il était sous enquête en ce moment, parce que ça peut apparaître, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait le cas, mauvais joueur. Anne Levane. Oui, je pense que d'abord des enquêtes administratives sur des magistrats, ça arrive et on n'en est en général effectivement pas informé. Donc je prolonge ce que je disais tout à l'heure. On est dans un climat extrêmement éruptif sur ce sujet-là. Ce qui, de mon point de vue, sur les rapports entre justice et politique, ce qui, de mon point de vue, d'abord n'est pas prêt de s'arrêter. Et Pourquoi ne pas prêt de s'arrêter? Parce que je pense que c'est un fil qui, quand on commence à le tirer, est sans fin. C'est-à-dire que le soupçon à cet égard peut toujours être porté. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'interroger sur le sens d'une décision, quelle qu'elle soit. Que ce soit une décision d'un juge pénal, une décision d'un juge civil, même une décision du Conseil constitutionnel. Ah, mais pourquoi ont-ils trouvé les arguments pour aller dans un sens plutôt que dans un autre? Et ça marche toujours auprès de la population. Et ça marche toujours quand on est dans un climat comme celui que nous vivons, qui, moi, je dois le dire à titre personnel, me préoccupe beaucoup, parce que je pense qu'on est dans un climat de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de mise en cause de nos institutions, qui peut être légitime à certains égards. On peut considérer que certaines choses fonctionnent mal, mais finalement, la justice, sans du tout vouloir faire une hiérarchie entre les institutions, elle a en principe cette vertu et cette qualité d'être l'ultime rempart. Et donc, au moment où on commence à mettre en cause la justice, au moment où on commence à semer le doute sur l'impartialité de la justice... Et à le faire de manière récurrente. Attention, vous voyez que je ne suis pas sur le terrain de l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est un problème statutaire, c'est autre chose, c'est les rapports, effectivement, avec les autres pouvoirs. Ce qui, ici, est mis en cause, et qu'on prenne l'interview de Jean-Luc Mélenchon dans le journal du dimanche, qu'on prenne, etc., c'est l'impartialité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a deux fantasmes qui sont agités en parallèle, alors qu'ils sont contradictoires. D'un côté, la justice aux ordres, c'est-à-dire elle ferait ce que le pouvoir lui demande, et puis de l'autre, une justice électron libre qui ferait absolument n'importe quoi et qui, au contraire, essaierait de contrer le pouvoir. En place. Donc si on réfléchit, c'est complètement schizophrénique comme position. Mais je trouve que c'est préoccupant, parce que dans la mesure où la justice est l'ultime rempart, ça veut dire que si un jour on a besoin effectivement d'une décision de justice comme garantie ultime, eh ben, si on commence à discréditer la justice, c'est pas très bon, quoi. Voilà. Vous aussi, vous êtes inquiet, Jean-Pierre Mineur? Oui, je suis inquiet, et je vais même revenir sur cette affaire Alt, puisqu'il y en a une. C'est même très en défaveur aussi de Richard Ferrand. Parce que si c'est un pur hasard de calendrier, on va dire, ah oui, ce sont les amis puissants de Richard Ferrand, dont la ministre de la Justice, dont les inspecteurs de l'administration, qui diligentent une enquête pour affaiblir cette association qui est partie civile. Et même s'il n'y est pour rien, on va dire, bah oui, c'est quand même lui. Donc, vous voyez la coalition des puissants, etc. Donc, là, quand même, il faut faire attention au calendrier, ou quand même bien verrouiller, parce que c'était le pire moment où ça devait être fait. Et ça fait Maintenant, je suis inquiet, pour la même raison, parce que je pense que les démocraties reculent un peu partout. Je crois que malheureusement, les institutions politiques ont de moins en moins de pouvoir sur les événements, mondialisation, les inégalités sociales qui montent, et puis maintenant, on a le tsunami climatique. Allons-nous survivre à la fin du siècle? Il y a quand même, depuis l'an 1000, que nos sociétés ne se sont pas posé ces questions. La fin d'un monde ou la fin du monde? C'est quand même majeur. Et je vous assure que ça commence beaucoup à pénétrer dans les esprits.
Et que même si ça ne s'exprime pas directement, ce stress va grimper, monter, et ne va pas favoriser les choses et pas faciliter les dialogues, les consensus. Certainement pas. Et ça fait le lien finalement avec le troisième et dernier thème de ce match des idées. Les arrêtés anti-pesticides pris par plusieurs maires. Les élus disent vouloir aller plus vite et plus fort que l'État sur les questions environnementales. Ils disent défendre la santé de leurs administrés. Le ministre de l'Agriculture, lui, y voit là aussi des décisions très politiques. Didier Guillaume était l'invité de Public Sénat dans Bonjour chez vous avec Oriane Mancini, c'était hier. On est à 6 mois des élections municipales. J'ai bien compris que c'était un acte politique, que les socialistes s'est donné passer le mot pour dire qu'il faut prendre des arrêtés. J'ai vu ça. Ils savent très bien qu'ils seront tous retoqués. Pour vous, c'est politique. C'est la politique politicienne. Oui, c'est purement de la politique politicienne. Même si le débat de fond, je vais y venir. De la politique politicienne, Anne Levade. Alors politique politicienne, je ne sais pas, parce que c'est forcément un qualificatif que l'on veut porter pour affaiblir. En tout cas, oui, c'est un acte politique, parce que juridiquement, c'est un acte que les maires ne peuvent pas prendre. C'est-à-dire, on peut s'étonner que les arrêtés soient suspendus. Ce sont des suspensions parce que ce sont des procédures d'urgence, mais si effectivement on va plus loin, ce serait des annulations, tout simplement parce que en matière de produits phytopharmaceutiques, puisque c'est sous cette appellation que figurent dans le droit les pesticides, eh ben, les maires n'ont pas de compétences de police. Alors, on peut trouver l'argument juridique stupide, mais le fait est que la police du maire, c'est tranquillité, sécurité, salubrité. Et que la définition que l'on a de tranquillité, sécurité, salubrité n'inclut pas ce type de cas de figure. Je vais faire un parallèle. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous voulez dire qu'un maire, finalement, n'a pas l'autorité, n'a pas les compétences, n'a pas la possibilité de prendre un arrêté? Il peut prendre un arrêté, mais sur un domaine déterminé. Je vais prendre un exemple qui va vous sembler hasardeux, mais en fait, la problématique était la même. Souvenez-vous des arrêtés sur l'interdiction du burkini. De très nombreux ont été annulés, la quasi-totalité à l'exception d'un, parce que dans l'hypothèse où l'arrêté n'avait pas été annulé, on avait considéré qu'il y avait effectivement un risque pour la sécurité au sens classique du terme, c'est-à-dire le même motif qui permet qu'un maire interdise la circulation à un endroit ou fasse intervenir les forces de l'ordre lorsqu'il a une police municipale, etc. Donc là, ça relevait des compétences du maire. Voilà, mais uniquement dans un cas, parce qu'en revanche, la question du port du burkini en tant que tel ne rentrait pas dans sa compétence en tant que telle. Et la question des produits phytopharmaceutiques, ça relève de ce qu'on appelle en droit une police spéciale, comme par exemple vous avez les visas cinématographiques qui sont une police spéciale. Est-ce qu'un film est autorisé ou interdit aux moins de 18 ans, etc. Ça, c'est de la police spéciale. Mais on ne peut pas inclure dans la sécurité les questions sanitaires. Et non, parce qu'il y a sinon tout y rentrerait. C'est ça la difficulté. Et donc, cette définition très juridique des choses conduit à ce que les juges, effectivement, n'aient pas d'autre choix en droit que de suspendre. Cela dit, derrière l'acte politique que le ministre qualifie de politique politicienne, il y a évidemment, peut-être dans la perspective des municipales, l'idée de démontrer à leurs administrés qu'ils font des choses et qu'ils ne sont pas indifférents à ce qui les préoccupe. Mais il y a aussi quand même, et de ce point de vue-là ça a marché, un côté lanceur d'alerte, puisqu'on a bien vu que l'exécutif avait indiqué qu'un débat allait être lancé, qu'ils allaient faire quelque chose. Voilà. Et donc, on voit bien que derrière ce geste politique, qui a beaucoup fait parler médiatiquement parlant, il y a aussi des effets. Donc l'affaire n'est pas totalement un raté sur le plan de la politique. Oui, mais en droit, en revanche, ces arrêtés sont condamnés d'avance. Et ça peut leur avoir suffi, Non, j'applaudis ce que vient de dire Anne. Ah mais non, ça ne va pas suffire, vous allez devoir en dire plus. Je suis totalement d'accord. Je dis, c'est aussi comme ça qu'on fait avancer le droit, qu'on fait avancer une société. Dans un premier temps, l'arrêté est annulé, etc. Puis à la fin, etc. J'étais avocat de la commune de Plogoff, il y a très longtemps, lorsque un ancien EDF voulait installer une centrale là-bas, à la Pointe du Raz. La population bretonne était... puis ce sont des combattants, les Bretons. La commune était vraiment mobilisée. Et il y avait des centaines de gendarmes qui parcouraient la lande. Et donc, c'était annulé. Mais il disait pour des questions de sécurité et de santé. Et bien, finalement, ça a duré quand même très longtemps, cette affaire, avec des émeutes énormes à Quimper, où 7-8 000 personnes qui s'affrontaient, fonctionnaires de police. La France, on s'affronte toujours. Bon, c'est comme ça. Puis à la fin, François Mitterrand est venu, il a dit oui, en termes de santé et de sécurité, je crois que EDF doit revoir sa position, plutôt en faveur de l'arrêté du maire, constamment annulé par les juridictions administratives. Oui, on est contre, mais vous voyez, d'ailleurs, le ministre en parle. Et quand des grandes villes vont se joindre
à cet arrêté des maires de petites villes, va se poser la question et de nouveau des pesticides et du périmètre de distance sanitaire. C'est ensuite inévitable. Ce n'est pas inadmissible. Vous savez, en France, quand même, on a des juges, des tribunaux administratifs, des cours d'appel administratifs, le Conseil d'État. En matière judiciaire, on a le tribunal de grande instance, on a les cours d'appel, le cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, une décision, elle va créer une sorte de chimie, une nouvelle chimie, par rapport à laquelle le deuxième degré va se positionner. Et peu à peu, il va se modeler une décision juridique, administrative. Peut-être des nouveaux textes. Et peut-être un nouveau texte. C'est comme ça aussi que progresse le droit. Il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire. Oui, j'ajouterais juste une chose, c'est que si on prend le problème à l'envers, si j'ose dire, et qu'on réfléchit 30 secondes, la contrepartie du fait que les maires ne sont pas compétents pour ce faire, c'est que seul l'État l'est. Ce qui, en soi, en matière de pesticides, n'est pas complètement une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que s'il y a une mesure, elle sera d'application nationale. On ne voit pas pourquoi, dans une commune, on ne pourrait pas épandre des pesticides dans un certain périmètre, alors que dans celle d'à côté, on le pourrait. Mais ça interroge quand même. Donc il y a aussi une logique générale. Le pouvoir dont dispose le maire. Mais le maire a une compétence locale en même temps. Et donc, sur un certain nombre de sujets, la compétence doit être nationale. C'est là l'explication. Par exemple, si vous prenez un médicament, c'est aussi une police spécifique. On n'imagine pas qu'un maire dise « moi, j'interdis l'aspirine dans ma commune », alors que c'est autorisé ailleurs, ou etc. Vous voyez, il y a un problème de... Nous restons un État unitaire dans lequel la loi est générale. Après, on peut s'émouvoir de ce qu'il n'existe pas de texte, mais les maires n'ont pas à se substituer dans un cas comme celui-là. Mais en même temps, Anne, à ce que vous dites, c'est le maire avec lanceur d'alerte. Bien sûr. Ultra pertinent. Eh bien, merci à tous les deux pour ce match des idées très instructif sur le plan juridique. On a abordé 3 thèmes qui finalement étaient assez liés les uns aux autres. Merci infiniment et vous reviendrez évidemment très bientôt sur Public Sénat. Allons plus loin encore avec vous. On place au grand débat. On va prendre le temps, là aussi, de comprendre ce qui se passe autour des prix à la pompe. Ils varient très fortement en fonction des déclarations des autorités saoudiennes. Ce sont des fluctuations qui inquiètent tout le monde, les autorités françaises, mais aussi et surtout, j'allais dire, les automobilistes français, vous, moi, nous tous. Alors, que peut faire l'État? Doit-il intervenir d'une manière ou d'une autre? On a une demi-heure pour se poser les bonnes questions dans un instant avec nos invités. D'abord, les explications avec Audrey Vuettaz et Louis Duménil. Sur ces images satellites prises samedi dernier, d'épaisses fumées noires. 2 installations pétrolières saoudiennes viennent de subir des attaques aux drones, revendiquées par des rebelles yéménites. Le marché du pétrole est sidéré. Je suis, pour être honnête, profondément inquiet sur l'escalade que nous avons vue au Moyen-Orient. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire du Moyen-Orient une telle attaque entre des pays du Golfe. L'Arabie saoudite est le premier fournisseur d'or noir au monde. Les attaques ont réduit de moitié sa capacité de production. Et même si les autorités saoudiennes promettent un retour à la normale rapide, le prix du baril brut a grimpé de 15%. En France, cela aura un impact sur le prix du litre d'essence, plus 5 centimes d'euros à la pompe dans les tout prochains jours, soit 2,50 € par plein. Mais le gouvernement refuse de céder à la panique. Je rappelle qu'on est au niveau du prix du pétrole de mai dernier et qu'en l'état, nous ne sommes pas dans une crise telle que nous l'avons connue en 2008 avec des prix qui touchaient ou qui avoisinaient les 150 $. Oui, mais voilà, plus 5 centimes par litre, cela fait réagir les automobilistes. La voiture, on ne peut pas s'en passer, donc une augmentation du carburant, c'est niette pour nous. 5 centimes, il faut conduire un peu plus prudemment et faire un peu plus d'économie, c'est tout. Vu la conjoncture, ça paraît normal, mais bon, en même temps, le gouvernement pourrait baisser un peu ses taxes. C'est aussi l'une des demandes du collectif Gilets jaunes citoyens. Une pétition a été lancée pour réclamer une intervention du gouvernement français et le gel immédiat des prix des carburants. Comme une sommation, le collectif rappelle que le mouvement est justement né à la suite de la hausse des prix de l'essence en 2018. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin ce soir, Myrtille Delamarche, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef matières premières à l'Usine Nouvelle, bienvenue. Jean-Charles Collaroy, bienvenue à vous également. Vous êtes député La République En Marche de l'Isère et rapporteur de la loi Hulot sur l'interdiction des hydrocarbures d'ici à 2040. Mathieu Ozano, bienvenue. Bonjour. Directeur du think tank The Shift Project et auteur de ce livre, L'or noir, la grande histoire du pétrole, aux éditions La Découverte. Lorelai
Lorelai Limousin est également avec nous. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes membre de l'ONG Réseau Action Climat et responsable des politiques transport et climat. Merci infiniment à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Jean-Charles Collaroy, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, nous dit qu'il a augmenté l'essence, pour l'instant d'1,5 centime, mais que ça pourrait aller jusqu'à 5 centimes de hausse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il faut trouver cela normal quand on est automobiliste? Bon, d'abord, il faut rassurer les consommateurs, il n'y a pas de risque de pénurie, donc il ne faut pas qu'il y ait un affolement et que les gens se précipitent à la pompe. Alors. Deuxièmement, il faut être vigilant, parce que c'est vrai qu'on a une tendance baissière depuis plusieurs mois sur le cours des carburants, mais c'est vrai que cette baisse est progressive. Et c'est pas parce qu'il y a eu un incident qu'il faut tout d'un coup que ces coûts soient répercutés de façon trop rapide. Donc c'est le ministre de l'Industrie et puis le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, l'ont rappelé. Ils vont recevoir les producteurs, le réseau des fournisseurs. Pour leur dire surtout, ne montez pas trop vos prix. Pour bien vérifier que la répercussion de la hausse se fera de façon progressive. Parce que mais elle se fera. Le PDG Total nous dit que ça peut aller jusqu'à 5 centimes de hausse. Oui, mais progressivement, pas de façon trop rapide. Je suis pas sûr que ça rassure nos téléspectateurs. Même si elle se fait progressivement, elle se fera. Oui, mais il est normal que lorsqu'il y a des tensions, les cours mondiaux augmentent, donc il peut y avoir une répercussion progressive, mais il ne doit pas y avoir un affolement qui conduit à une répercussion trop grande, qui serait finalement juste liée à un effet psychologique et non pas à un effet mécanique d'une répercussion des cours qui doit prendre du temps, comme la baisse prend du temps. Alors moi, je crois que c'est ce mécanisme qu'on a tous besoin de comprendre. Peut-être, Mathieu Ozano, vous pouvez nous l'expliquer. Pourquoi, dès qu'il y a des tensions, effectivement, alors qu'il existe des réserves, des stocks, les prix augmentent tout de suite? Parce que les prix sont négociés seconde par seconde tout au long de la semaine. Le prix de l'essence, il faut peut-être le rappeler, un litre d'essence, c'est 2 tiers de taxes et 1 tiers de la matière première, ce qu'on appelle le pétrole brut, et son raffinage. Et dès que le pétrole brut, son prix fluctue plus ou moins violemment, ça se répercute, amorti par le prix des taxes, sur le prix à la pompe. C'est inévitable, c'est un mécanisme économique sur la partie de la matière première, le prix du brut, ça n'est que le prix à la pompe reflète l'évolution des cours mondiaux. Après, il y a des marges des marges de manœuvre de la part des pétroliers sur précisément leur marge de raffinage. Ils peuvent plus ou moins répercuter la hausse, mais s'il y a une hausse, de toute façon, elle se retrouve dans les prix à la pompe. Simplement, voilà, ça ne concerne que un tiers, disons, du prix du litre d'essence, puisque le reste, ce sont des taxes. Myrtille Delamarche, vous confirmez, c'est un mécanisme, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. L'automobiliste doit comprendre que le prix va forcément augmenter. Il y a cet incident. Et puis, pour ce qui est de la base de la matière première, il n'y a pas le choix. Non, effectivement, ça fonctionne comme ça, sachant qu'en plus, les marges de raffinage sont pas très élevées actuellement et que les marges de distribution le sont encore moins. Plusieurs distributeurs ont témoigné là qui gagnaient de l'ordre de 1 à quelques centimes sur le litre, et que du coup, leur possibilité d'amortir ces fluctuations-là est très très faible. Lorelai Limousin, que vous inspire cette montée des prix et cette augmentation et cette crise pétrolière? Je crois qu'encore une fois, les variations du prix du pétrole et donc des énergies fossiles met en exergue notre dépendance aux énergies fossiles dans notre modèle de consommation, dans le modèle de production, et que cette dépendance, elle implique une vulnérabilité, notamment des automobilistes, notamment d'une grande partie de la population, parce qu'on a un système de transport et de mobilité qui est encore largement basé sur la voiture, le véhicule individuel, d'où la nécessité d'accélérer la transition énergétique pour sortir des énergies fossiles. Pour vous, c'est ça qui illustre cette crise, cet incident? Oui, c'est que si on accélérait la transition énergétique et donc les politiques et les mesures de lutte contre les dérèglements climatiques, eh bien on serait bien plus résilient, bien moins exposé à ces variations du prix du pétrole. Et ça doit être une raison de plus de justement accélérer cette transition. Mathieu Ozano. Je souscris absolument à ce qui vient d'être dit. Simplement, dans le contexte, il faut préciser qu'on n'est pas dans un cas de choc pétrolier. On a une hausse qui a été brutale lundi suite à l'attaque des sites de production. Voilà. Depuis, les choses se sont quand même largement calmées. On va voir la suite des événements. Qu'est-ce qu'on appelle exactement alors choc pétrolier, juste pour noter? Choc pétrolier, il y en a eu 3 si on compte 2008, il y en a eu 2 dans les années 70, 73 et 79. La première, c'était la guerre du Yom Kippour, et la seconde, c'était la révolution iranienne. Donc on parle de crise
politiques massives qui ont duré dans le temps et qui ont eu un impact durable sur les cours du baril. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu une attaque alors dans une région qui est chauffée à blanc, les tensions sont extrêmes, mais il se trouve que l'escalade n'a pas pris. Elle peut prendre, mais l'escalade n'a pas pris pour une raison qui est toute simple. C'est que les Américains, qui sont les alliés des Saoudiens, n'ont pas emboîté le pas et Donald Trump, à 1 an des élections présidentielles, semble préférer ne pas courir le risque précisément d'un choc pétrolier. Donc il y a une certaine accalmie. Elle peut être provisoire, ça va dépendre beaucoup de la réaction des Saoudiens, mais il faut dire aux téléspectateurs qu'on n'est pas... on est loin, on a eu une poussée très virulente de fièvre sur les marchés pétroliers, mais qui a tendance à s'assagir depuis lundi. Donc un discours plutôt rassurant, Myrtille de la Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut quand même noter que certes, les cours ont bondi de 15%, mais là, ils sont quand même déjà nettement redescendus. Donc il n'y a pas eu une escalade absolue. Par ailleurs, outre les Américains, l'Arabie Saoudite n'est pas non plus là va-t-en-guerre. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est en train de préparer une entrée en bourse de sa compagnie pétrolière Aramco, qu'ils ont déjà déclaré qu'ils souhaitaient maintenir le calendrier prévu, que cette entrée en bourse a vocation à financer la diversification de l'économie du pays, qu'elle est extrêmement importante pour eux, et que se retrouver demain en guerre, c'est mettre en péril ce plan-là. Ce qu'on peut observer d'un mot, c'est que c'est l'absolu... pour les observateurs du jeu géostratégique, il y a quand même, si effectivement, et ce qui est très vraisemblable, les Iraniens sont derrière cette attaque, donc les alliés des rebelles houthis yéménites, il y a probablement un coup magnifique qui a été joué par les Iraniens, qui ont misé sur le fait qu'on savait que Trump n'irait probablement pas en guerre. Il vient d'éjecter son principal faucon, John Bolton. On sait qu'il redoute une hausse des cours du baril. On a des attaques qui manifestement ont un impact relativement limité, parce que en fait, ces installations, elles servent essentiellement à pré-purifier le brut, et en fait, les Saoudiens peuvent vendre ce brut quand même sans cette purification. Ce ne sont pas des installations... Ce sont des installations très importantes, mais pas vraiment... stratégiques. Si, stratégiques, mais pas vitales au point que la production saoudienne serait définitivement handicapée. Donc si on est cynique, on pourrait parler d'un coup de maître, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu Kasparov contre Rantanplan. Les Iraniens ont prouvé, voilà, c'est le pays du char, c'est le pays des échecs. Je crois que, moi, en observateur des relations internationales, je suis... assez admiratif du coup machiavélique, probablement, je suppose, qui a été joué par les Iraniens. Jean-Charles Colleroy. Oui, moi je souscris à ce qui a été dit, c'est qu'il y a besoin de mesures d'urgence, la diplomatie pour pas qu'il y ait d'escalade dans les pays du Golfe, et puis le lien avec les producteurs et les fournisseurs pour que la répercussion de la hausse soit le plus lissée possible. Puis ensuite, il y a besoin de mesures structurelles. Et c'est vrai que la France doit continuer à faire beaucoup pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Nous le faisons déjà, quand on rénove massivement les bâtiments, on peut faire mieux, mais quand on ferme nos centrales à charbon, quand on fait la loi hydrocarbures, voilà, nous faisons déjà beaucoup dans notre politique et nous devons continuer. Donc des mesures structurelles fortes et puis des mesures d'accompagnement de nos concitoyens. Parce que c'est vrai que quand les cours du pétrole augmentent, mécaniquement, les prix du gaz, de l'électricité augmentent. Et donc du coup, par exemple, le chèque énergie, chaque année, on a passé de 4 millions à 6 millions de Français qui en bénéficient, 120 € à 200 € en moyenne. Et bien là, on accompagne les plus modestes. Et puis ensuite, des mesures incitatives. Voilà, les primes à la conversion des véhicules, les primes à la conversion des chaudières au fioul. Aujourd'hui, nous essayons en 10 ans d'éradiquer toutes les chaudières au fioul avec des plans à 1 € pour les Français. Bien voilà, toutes ces mesures, c'est fait pour sortir de la dépendance aux énergies carbonées, pétrole, gaz. Alors vous faites bien de parler de mesures structurelles ou de mesures d'accompagnement. Que doit faire l'État? Que peut-il faire? Doit-il par exemple remettre en place une taxe flottante? Figurez-vous que Gérald Darmanin a répondu à cette question dans une interview au Parisien ce matin, et voilà ce qu'il nous dit. Renoncer à la taxe carbone, ce que nous avons fait, c'est sans doute beaucoup plus efficace qu'une TIPP flottante. Quand elle avait existé, elle n'avait pas vraiment donné satisfaction. Fin de citation de ce texte que vous voyez à l'écran. Et il n'est évidemment pas question d'augmenter la taxe carbone l'année prochaine. Ça, c'est Sibeth Ndiaye qui l'a assuré tout à l'heure en compte-rendu du Conseil des ministres. Le gouvernement a annulé toute hausse de la taxe carbone dans le cadre de son budget en 2019, et ce sera à nouveau le cas en 2020. Donc nous n'envisageons pas de hausse de la taxe carbone.
Voilà, Jean-Charles Collaroy, là c'est on tremble un peu, on a peur de la crise des Gilets jaunes, on rassure, c'est ça aussi les mesures d'accompagnement? Non, je crois qu'on est cohérent, on a décidé de ne pas augmenter la taxe carbone ou de geler la trajectoire et nous restons fidèles à cette politique, même si ça peut être rediscuté parce que à terme, et ça sera un des objets de la Convention citoyenne sur le climat, le fait de taxer les activités polluantes et de diminuer les impôts sur le travail en particulier, c'est ce que nous faisons en parallèle. Parce que vous posiez la question, est-ce qu'il ne faudrait pas diminuer les taxes sur l'essence? Mais nous avons décidé de les stabiliser, et le prix de l'essence d'ailleurs a diminué avec les cours. Mais par ailleurs, nous baissons massivement l'impôt sur le revenu, nous supprimons la taxe d'habitation, nous baissons les charges sur les salaires, et le pouvoir d'achat augmente. Donc nous répondons plutôt par la baisse des taxes sur le pouvoir d'achat, et des taxes sur les énergies, certes, qui peuvent être hautes, mais qui aussi doivent être plus transparentes pour financer la transition énergétique, l'investissement dans les énergies nouvelles. Alors là, oui, je voulais revenir sur les mesures structurantes, parce qu'en effet, on a besoin de mesures structurantes et immédiates à court terme, parce qu'on voit aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre ont certes diminué en 2018, mais à un rythme beaucoup trop lent. C'est ce qu'on révèle aujourd'hui avec l'Observatoire Climat-Énergie, c'est que la France dépasse ses budgets carbone de plus de 4% encore en 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard, il y a trop de consommation d'énergie fossile à la fois dans le bâtiment et dans les transports. Et donc on attendait le gouvernement et les parlementaires notamment sur des mesures structurantes dans ces deux secteurs. Sur le bâtiment, l'obligation de rénover les passoires énergétiques, donc ces logements qui sont très mal isolés et qui exposent les Français à de la précarité énergétique, elle a été repoussée à plus tard. Donc il n'y a toujours pas d'obligation pour rénover les logements. Et dans le secteur des transports, donc on parle de la nécessité de sortir des énergies fossiles. Or, l'interdiction des ventes de véhicules neufs qui roulent aux énergies fossiles, comme les véhicules essence et diesel, a été repoussée à 2040. Oui, on l'a mis dans la loi. Ce qui signifie qu'en 2050... il y aura encore, même après 2050, alors qu'on est censé atteindre la neutralité carbone en France, c'est un engagement du plan climat, c'est un engagement inscrit dans la loi, il y aura encore des véhicules qui consomment des énergies fossiles, qui rouleront et qui émettront des gaz à effet de serre. Donc c'est incohérent. Et ça montre qu'il y a un écart entre quand même les discours sur la neutralité carbone, la sortie des énergies fossiles et les mesures qui sont prises. Et donc, ce qui est incohérent, c'est de se donner des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. C'est-à-dire se mettre des dates, je prends l'exemple du nucléaire, 2025, et puis vous laissez aux successeurs le fait de gérer les renoncements, et on a été obligé de repousser à 2035. Donc nous, on préfère prendre des objectifs qui sont crédibles. Aujourd'hui, on mettrait une interdiction des véhicules thermiques à 2025 ou 2030. Eh bien, ça serait mentir aux Français ou se donner un objectif qui n'est pas atteignable. Nous préférons donner une trajectoire crédible, 2040, mettre la pression, discuter avec les industriels, mettre les infrastructures de recharge aussi qui permettent de passer à l'électrique, de passer à l'hydrogène, de passer au gaz vert. Mais je vous rejoins, il faut aller plus vite, par exemple, sur la rénovation des bâtiments. Mais les obligations liées à des interdictions, c'est aussi sortir tout un nombre de logements du parc de location, par exemple, et c'est aussi de la tension sur les logements. Donc bien sûr que nous menons une politique de compromis, on est en responsabilité, c'est parfois compliqué. Mais c'est un équilibre à trouver. Des associations et des ONG nous aiguillonnent, nous demandent d'aller plus vite, mais quand on est aux responsabilités, on fait la synthèse de beaucoup d'injonctions, et c'est aussi ça, un discours de vérité. Pour résumer quand même, sans fiscalité, parce qu'il y a un renoncement sur la fiscalité carbone, sans réglementation contraignante et seulement avec des incitations qui sont de l'ordre du facultatif, juste on va vers un monde à plus 7 degrés. C'est ce qu'ont publié des chercheurs hier, des scientifiques. Mais on n'est pas sans fiscalité, on est déjà une fiscalité très haute en France. Pour tenir les engagements de l'accord de Paris, limiter la hausse des températures à 2 degrés et 1,5 degrés autant que possible, il faut démultiplier les efforts et les mesures réglementaires, fiscales, au-delà des incitations qui ne suffisent pas vraiment à renverser la vapeur, et on le voit depuis des années parce qu'on dépasse les budgets carbone. Alors Mathieu Ozano, puis Myrtille Delamarche. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un consensus sur le diagnostic. On sait qu'il faut sortir des énergies fossiles. Maintenant, il faut discuter sérieusement de la thérapie. Et du point de vue de la thérapie, on confond les instruments avec le plan. Il nous manque un plan qui soit une conversation démocratique qui puisse aboutir à un plan complet. Là aujourd'hui, on parle de fiscalité, on parle d'incitation. Ce ne sont que des instruments au service d'une stratégie qui n'est pas réellement nommée, qui n'est pas articulée, qui n'a pas été articulée. Du court terme. Du court terme, je ne sais pas. Déjà, moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à ces questions de climat et de transition énergétique. Je constate qu'enfin, on n'a plus besoin de dire il y a un problème.
Ok, la nation est d'accord, on l'a inscrit dans la loi. Maintenant, il faut une conversation démocratique complète, secteur par secteur, pour se donner les moyens. C'est bien de donner des objectifs, de mettre des chiffres dans la loi, mais la loi, la parole légale ne se substitue pas à une stratégie cohérente. Aujourd'hui, on a des instruments, on n'a pas le plan de montage. Enfin, on fait des choses, quand même, concrètement. On n'a pas un plan de montage. Quand on ferme les centrales à charbon, les 4 dernières, vous savez, il faut aller sur le terrain, convaincre les salariés, trouver des plans de reconversion. Si on revient tout le monde le passe en pertes et profits. C'est non négligeable de faire ça. Pas du tout. Quand on fait des plans sur le covoiturage, on fait des choses. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle de la sortie, on parle du pétrole. On est d'accord ? Vous prenez des initiatives sur le fuel qu'au Shift Project on a encouragé, on a poussé autant qu'on a pu. Ce n'est qu'une partie du problème. Si on regarde sur la politique de mobilité, pardon, mais je vais être un peu méchant, mais ce qu'il y a dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est de l'ordre du village Potemkin. Ce sont des injonctions, c'est une wishful list, c'est une liste de bonnes intentions. S'il vous plaît. On n'a pas de stratégie à la hauteur, et ça passe par des injonctions fiscales, ça passe par une politique industrielle, d'investissement, et aussi une parole publique qui dit française-français, la bagnole individuelle, qu'elle soit électrique ou thermique, française-français, la grosse bagnole individuelle comme horizon de votre consommation. Si on veut sortir des énergies fossiles... Attendez, Myrtille Delabarre demande la parole depuis longtemps. On va la laisser intervenir. Évidemment, la conversion en véhicule électrique est une des réponses pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, c'est certain. Encore faut-il que sur le véhicule électrique, on sécurise aussi nos approvisionnements. Parce que si c'est pour tomber dans les mêmes dépendances et avoir demain des productions de batteries qui se font avec des métaux critiques, qui sont extraits à l'autre bout de la planète, dans des conditions qui ne sont pas celles qu'on imposerait ici, la France n'a pas aujourd'hui de politique de sécurisation sur ces métaux-là et n'est pas à même de soutenir réellement la production de ces véhicules avec des matériaux qu'on contrôle. C'est passionnant, c'est quelque chose qu'on n'a jamais tenté de faire parce que c'est le premier, cette histoire de sortie des énergies fossiles, c'est juste changer le système sanguin de nos sociétés. Donc il faut tenter de faire boucler l'équation, il faut la regarder en entier. Pour l'instant, on ne discute, je répète, que des instruments, on ne discute pas du plan de montage. Donc, est-ce qu'on est capable d'approvisionner, si on fait des calculs d'ordre de grandeur, les disponibilités en matériaux pour substituer, alors c'est pas l'intention qui est donnée, mais si on veut rester sur le même modèle de transport, c'est-à-dire le modèle de la voiture individuelle pour chacun, voire une ou deux ou trois, avec des voitures électriques, en termes de ressources, il est très vraisemblable que ça coince de partout. Donc tentons de vraiment faire boucler l'équation, mais ça suppose une conversation patiente. Je ne suis pas sûr qu'il faille accélérer. Je pense qu'au contraire, il serait utile de prendre le temps de tenter de faire boucler l'équation. Il y a des initiatives qui sont intéressantes. La création du Haut Conseil au climat permet de donner des outils, de laisser parler la technique, en fait. Aujourd'hui, dans le débat démocratique, on considère, d'abord, le terme technocrate est péjoratif, il faut laisser parler la physique, c'est-à-dire la nature, c'est la même chose, c'est synonyme, et se dire, ok, si je veux changer le système sanguin de ma société, la parole légale ne suffit pas. C'est pas un fiat. Vous avez donné l'exemple de 2025 sur le nucléaire. C'est pas parce que je mets dans la loi 2025 que ça arrivera. Le pouvoir performatif de la parole arrive. Il faut tenter de faire boucler l'équation. Si là aujourd'hui on échappe au choc pétrolier, si la région s'embrase pas, si les choses se calment, encore faut-il que demain on n'ait pas un choc du cobalt, un choc du tantal, un choc du lithium, c'est peu probable, mais du cuivre. Mais c'est pour ça que moi je rejoins tout à fait le message qui est de dire il faut sortir de cette dépendance aussi à la voiture individuelle. Évidemment qu'on ne recherche pas le remplacement de toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Et c'est un sujet, pardon, pour en revenir à cette augmentation des tarifs de l'essence, parce que c'est très concernant pour les gens qui nous regardent. Et vous l'imaginez, c'est un sujet qui est regardé de très très près par les Gilets jaunes. La crise de l'année dernière est passée par là. Je voudrais juste vous lire un extrait du communiqué du collectif des Gilets jaunes citoyens. Voilà ce qu'il nous dit. Le président se doit de réagir très rapidement. Nous demandons donc le gel immédiat des prix du carburant. Nous ne devons surtout pas être les otages de cette flambée des prix. Prise d'otage, c'est un mot qui revient très souvent. Oui, j'entends ça et c'est vrai qu'il y a des citoyens qui sont très dépendants de la voiture et du pétrole. Donc il ne faut pas nier ces réalités qui sont douloureuses. Par ailleurs, il faut aussi redire la situation, le fait que le prix des carburants a énormément baissé progressivement depuis quelques mois. Et ça aussi, c'est une situation. Et quand ça baisse, on en parle peu. Et quand les hausses sont là, effectivement, on en parle beaucoup. Mais vous voyez cette dépendance dont parlait Lorelai Limousin, automobilistes eux-mêmes, les Gilets jaunes eux-mêmes en ont marre. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'actions concrètes. Moi, je m'inscris
en faux avec ce qui a été dit. On fait des plans, plan climat, programmation pluriannuelle de l'énergie sur 10 ans, stratégie nationale bas carbone et neutralité carbone. Et puis ensuite, ça se décline en actions concrètes. Loi mobilité, développement du covoiturage, création des zones à faible émission, plan vélo avec plusieurs millions d'euros. 50 millions sur 7 ans. Oui, mais sauf qu'il y a des choses symboliques. Subventions aux énergies fossiles en France chaque année. Il y a d'excellentes intentions, mais c'est pas à la hauteur. Quand on fait l'Airbus des batteries, par exemple, c'est très important. Sur les panneaux solaires, on a raté le coche. Et donc, aujourd'hui, on est dépendant des puissances étrangères pour nos panneaux solaires. Eh bien, c'est très important que la France, l'Allemagne, l'Europe soient capables de dire demain, il va y avoir les véhicules électriques. On va discuter avec les producteurs et on va avoir des produits européens. Je voudrais réentendre, pardonnez-moi, Lorelai Limousin, vous avez donné un chiffre, le plan vélo versus voilà, le plan vélo, le fonds vélo. Donc c'est inédit, c'est la première fois qu'il y a un fonds vélo. On s'en est, est félicité parce qu'on a fait campagne pendant 2-3 ans pour cette mesure. Oui. Malheureusement, il représente 50 millions d'euros par an. Donc c'est une première étape. Alors attendez, 50 millions d'euros par an et par rapport à... les investissements pour la route, les subventions aux énergies fossiles, c'est chaque année 11 milliards d'euros. Donc là, vous allez voter un projet de loi de finances prochainement dans les prochains mois. Nous, on demande à ce qu'il y ait un plan de sortie très concret, justement avec la concertation avec les secteurs concernés, le transport routier, le transport aérien, pour que ces subventions fossiles elles soient enfin supprimées à la fin de ce mandat. Il y a eu des engagements déjà pris lors des G20, des G7, etc. pour supprimer les subventions fossiles. Or, aujourd'hui, il en reste 11 milliards dans un pays comme la France. Oui, sauf que vous demandez des mesures qui sont radicales et qui auraient un impact sur les cours des carburants qui serait énorme. Et donc, on est aussi sous des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les gilets jaunes qui nous disent « Attention, dès que le carburant augmente », et c'est logique, je dis les gilets jaunes, mais après, je ne veux pas globaliser, mais c'est une des préoccupations majeures, en particulier dans les zones rurales, les gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Mais on est très sensible à ces questions. Que vous dites sur les produits pétroliers, eh bien, elles peuvent avoir des impacts massifs. Par exemple, les réductions de taxes qui sont accordées aux routiers ou aux agriculteurs ou aux pêcheurs. Eh bien sûr, on peut, de façon assez démagogique, dire il faut supprimer ça. Mais sauf que allez discuter avec les agriculteurs et les pêcheurs qui sont souvent dans des situations très difficiles depuis des années. Et bien sûr qu'on peut en discuter, mais il faut échelonner les choses. Il y a une forme de pragmatisme à avoir. Mais bien sûr. De 11 milliards d'euros, ça dégage quand même des marges de manœuvre intéressantes pour justement trouver des solutions, financer des aides, des accompagnements des salariés de ces secteurs concernés dans le transport routier, dans le transport aérien, plutôt que de les aider via le financement des énergies fossiles qui nous maintiennent dans une dépendance à l'Arabie Saoudite, etc. Donc en fait, il y a quand même un choix politique là à faire entre continuer à subventionner les énergies fossiles, ne pas opérationnaliser la transition de ces secteurs et la rendre plus concrète et prendre les mesures d'accompagnement qui sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'on a proposé de reprendre la fiscalité carbone tout en redistribuant 50% des recettes à la moitié de la population française, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique et qu'au-delà de ces ménages, il y a beaucoup d'automobilistes notamment qui sont sensibles au prix du carburant, et de redistribuer le reste dans les investissements, l'accélération de la transition écologique. Malheureusement, ce choix, ce n'est pas celui du gouvernement actuellement. Myrtille Delamarche, c'est vrai qu'on peut entendre monsieur le député nous dire qu'il y a aussi une réalité concrète, il y a du pragmatisme à avoir quand on est au pouvoir, un équilibre à trouver entre ce qu'on va y perdre, ce qu'on va y gagner. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Non, il y a effectivement énormément d'emplois qui sont en jeu, il y a une transition à penser sur le long terme. Pour l'instant, on n'est effectivement pas dans cette démarche. On n'est pas encore à penser cette transition. Aussi parce que vous disiez, on prépare l'Airbus des batteries. On a peut-être déjà manqué ce coche-là. Il est peut-être déjà trop tard. Les méga factories de batteries qui se préparent en Europe, là, sont en grande partie à capitaux asiatiques. On est encore en train de se poser la question d'aller frontalement sur ce type de batterie que pensent utiliser demain les constructeurs automobiles ou la génération suivante. Les autres font déjà des usines. Alors, pour en revenir à notre thème de ce soir, cette hausse du prix de l'essence, encore un mot de cette taxe flottante. En novembre dernier, au plus fort de la crise, Emmanuel Macron avait évoqué cette idée, mais avec des réajustements. Il proposait alors une méthode plus flexible, plus agile. Souvenez-vous. Il nous faut aussi ensemble construire une méthode pour nous mettre à l'abri de tels phénomènes. Et donc adapter toute nouvelle hausse de la taxe sur les carburants à l'évolution des marchés internationaux du pétrole, pour que si l'envolée des cours devait se reproduire, nous ne soyons pas mis dans la même situation. Voilà, une taxe flottante à la demande, en gros. Alors qu'en pense Joël Bigot, le sénateur socialiste est au micro de Quentin Calmet en salle des conférences au Sénat. Écoutez-le.
Oui, avec Joël Bigot, on va parler de la TICPE flottante, puisque en octobre 2018, vous avez déposé cette proposition de loi pour réinstaurer cette TICPE flottante sur le modèle de la TIPP des années 2000. Selon vous, c'est toujours d'actualité? Ça peut être une bonne solution à la crise du carburant en ce moment? Écoutez, moi je pense que ça peut être une très bonne solution. En tout cas, c'est un outil qui me paraît tout à fait adapté dans une période dans laquelle nous connaissons à l'heure actuelle une augmentation des prix à la pompe. Comment ça marche? À la pompe. La TICPE flottante. Donc la TICPE flottante, c'est un mécanisme qui permet de réguler l'augmentation du prix de l'essence. Vous savez que le prix de l'essence que vous achetez est calculé en fonction du prix du pétrole brut, du prix du raffinage, et puis une TICPE qui permet de... Et puis la TVA. C'est très important, la TVA compte pour 57% dans le prix du litre de pétrole. Et donc la TICPE flottante permet d'amortir cette augmentation des prix à la pompe. Avec la TIPP, on avait vu qu'il y avait une latence pour que cette variation se fasse correctement lorsque les prix changeaient. Comment est-ce que ce mécanisme que vous proposiez en 2018, en octobre 2018, il était plus fluide? Il est plus réactif dans la mesure où il s'ajuste au prix à la pompe. C'est-à-dire que très rapidement, dès qu'il y a une envolée des prix, l'État a la main sur la fixation des prix à la pompe et donc on peut très rapidement fixer un prix plafond qui permet, et c'est un outil de régulation, c'est aussi un outil de justice sociale, je dirais, parce que ça permet d'amortir la hausse dont on sait qu'elle peut être parfois lourde de conséquences. Ce matin, dans Le Parisien, M. Darmanin parle de cette idée de TICPE flottante comme étant une mauvaise idée qu'il rejette. Est-ce que vous lui dites qu'il faut revenir à cette idée? Écoutez, faute de propositions meilleures, je trouve que celle-ci a fait ses preuves. Elle a été expérimentée en 2001. Elle a permis de contenir à l'époque les prix à la pompe. Et puis M. Darmanin devrait être un petit peu modeste. Quand on voit ce qui s'est passé l'an passé, cet hiver, avec l'augmentation des prix des produits pétroliers et de voir ce que ça a généré, je crois qu'il faut étudier toutes les propositions plutôt que de les balayer d'un revers de main. Merci beaucoup, Joël Bigot, pour cette explication sur cette TICPE flottante. Et l'avertissement est lancé. Je vous laisserai répondre évidemment dans un instant. Peut-être Mathieu Ozano, une réaction à ce qui vient d'être dit? On continue. C'est un peu l'illustration de ce que je disais tout à l'heure. On débat d'outils. On cherche classiquement en politique un compromis entre des gens qui sont d'accord sur pas grand-chose, alors que ça ne se substitue pas à une stratégie. C'est très compliqué de sortir du pétrole. Il faut une conversation démocratique approfondie, tenant compte des enjeux techniques et traçant une route réaliste, au lieu de chercher simplement... aménager Pierre, Paul, Jacques, ça fait pas une stratégie. Mettre des pansements? Oui, mettre des rustines. Je pense qu'on est loin de la profondeur de la conversation nécessaire. Jean-Charles Collaroy. Oui, là, moi, je trouve qu'on est dans la politique politicienne. Ils flattent un peu les électeurs dans le sens du poil. C'est dommage, surtout que quand ils ont été aux responsabilités, je crois qu'ils ne l'ont pas mis en place, ou ils ont reculé assez rapidement. Moi, ce que je veux dire, c'est que les impôts, on les baisse sur le travail, on supprime la taxe d'habitation, et c'est le choix que nous avons fait. Sur les énergies, le président l'a dit, on stoppe la trajectoire d'augmentation qu'on avait décidée. Et la Convention citoyenne, le Haut Conseil pour le climat, Haut Conseil pour le climat nous aidera à objectiver les faits scientifiquement, vous l'avez dit, c'est très important. Convention citoyenne, ça sera une des questions qui sera posée. Comment, si on doit retrouver une trajectoire de hausse des activités polluantes, les émissions de carbone en sont une, avoir l'acceptation sociale qui permet ça. Ça peut être de l'affectation de cette fiscalité, vous l'avez dit, à une part au public les plus modestes, une part à la transition. Voilà. Mais la Convention citoyenne, les 150 citoyens, nous permettra peut-être d'y voir plus clair. C'est ce que j'espère. Un mot de conclusion, Lorelai et Myrtille. Oui, sans attendre les conclusions de la Convention citoyenne, il y a déjà des messages très clairs qui sont envoyés par les citoyens qui se mobilisent de plus en plus nombreux. Et encore ce week-end, on verra des centaines de milliers de personnes se mobiliser dans le cadre des grèves pour le climat et des mobilisations. Donc pour nous, ça fait déjà longtemps qu'on discute. Et donc vous demandez autre chose que des rustines et des mesurettes. Et sur la fiscalité, il y a un énorme problème qui est très peu souligné. Cette TICPE, elle n'est pas du tout assumée par les secteurs les plus polluants comme l'aérien ou le transport routier de marchandises, n'y sont pas assujettis comme les citoyens. Et il y avait une demande très claire au début de l'année au sein du mouvement des Gilets jaunes, mais qui n'est pas nouvelle, mais une demande de justice fiscale. Donc cette transition, elle doit être juste. Il y a effectivement un nouveau rapport là qui prône une extension de cette taxe carbone à des secteurs qui jusque-là n'étaient pas touchés, qui est effectivement un sous-organe de la Cour des comptes. Le problème des taxes flottantes, vu du point de vue de l'industrie,
l'industrie, c'est qu'ils ont longtemps dénoncé une usine à gaz, qu'elle est compliquée à mettre en place au quotidien, et qu'effectivement, il faudrait sans doute aller vers quelque chose de plus applicable. Et plus de profondeur, comme l'a dit Mathieu Ozano tout à l'heure. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. J'espère que vous avez pu vous faire une idée, que vous avez eu assez de temps pour échanger. C'est jamais assez, mais enfin, on fait notre maximum. Merci infiniment. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Pierre-Yves Bournazel, député Agir et candidat à la mairie de Paris. Très bonne soirée sur Public Sénat.